très simple, vous avez des grands ensembles sur le monde, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Union européenne, la Russie et la Chine, pour faire simple. Et si vous voulez comprendre ce qui va vous arriver, vous avez une grille de lecture simple qui s'appelle les 3 P. Le pain, donc l'agriculture. Le pétrole, c'est l'énergie, mais toutes les formes d'énergie, si vous voulez. Et le dernier P, c'est la police, pour dire la sécurité, police, armée. Et en fait, si vous voulez être indépendant et autonome, vous devez gérer ces 3 curseurs politiquement. C'est-à-dire, vous devez être autonome en agriculture, vous avez le droit de faire du commerce, mais vous en avez assez chez vous, à l'aise. C'est ça que ça veut dire. Pareil pour l'énergie, vous pouvez faire du commerce d'uranium et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, à condition que vous soyez autonome en énergie. Parce que si vous n'êtes pas autonome, eh bien vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre qui va vous envoyer de l'énergie. Et du coup, vous êtes à sa merci, quelque part. Et donc, quand vous faites le mapping de tout ça, eh bien on se rend compte que la Russie, elle a les 3 P. Elle développe de l'agriculture, elle est autonome sur l'énergie, et puis elle a une police et une armée, somme toute redoutables. Ça s'appelle une dictature. Donc ça ne moufte pas, ils font la guerre, il y a des gens qui meurent, mais c'est pas grave, t'as rien à dire, tu crèves. Au front. Donc Poutine, il est peinard, dans le sens où on n'ira pas l'embêter. Donc personne n'ira faire la loi chez Poutine. C'est ce qu'il faut comprendre de ça. Les Chinois, pareil, ils ont 2 P, police, pas de souci, armée, pas de souci. Ils ont de l'énergie, parce que ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en Chine, il y a la plus grande réserve mondiale du charbon, et ils en ont au moins pour 2000 ans, au rythme où on en consomme aujourd'hui sur la planète à tout cramer. Donc, allez, 2000 ans à voir. Donc, ils sont pas inquiets pour l'énergie, réellement. Et puis, comme ils ont la Russie pas loin, ils sont 1,5 milliard contre quelques millions, 300 ou 400 millions de Russes. Donc, la Sibérie, c'est pour eux, demain. Il n'y a pas de problème. Donc, ils ne sont pas inquiets. Le problème de la Chine, c'est qu'ils n'ont pas l'agriculture. Ils n'ont pas le P du pain. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les Chinois? Les Chinois, parmi les plus grands investisseurs dans la nourriture artificielle. Mais oui. Ok? Il faut regarder un petit peu où va l'argent. L'Afrique. En Afrique, il y a tout, sauf que c'est encore et toujours les colonies, et donc on leur pique tout. Et donc, en gros, il leur manque le P du pain, qui n'est pas organisé, puisqu'on organise la famine dans ces pays-là. Par contre, si on met l'Afrique en culture, en agriculture, ça produit tout ce qu'on veut. Et donc, l'autre P qui va manquer, c'est la police et l'armée. Parce que de l'énergie, ils en ont plein aussi. Mais on s'organise avec des républiques bananières où les armées font des coups d'État les unes après les autres et s'entretuent les unes avec les autres. Le Congo, par exemple. En Amérique du Sud, il y a tout. Il y a les 3 P. Le problème, c'est que c'est l'antichambre de commerce des États-Unis. Donc, ils ne sont pas politiquement émancipés. Alors, ils essayent les BRICS aujourd'hui, pour s'émanciper. Les USA, pas de souci, ils ont tout. Et puis, c'est le cas de l'Europe qui est compliqué, il est en rouge. Les 3 P sont en rouge. L'Europe vient de détruire son agriculture, elle n'est plus autonome en nutrition. Vous importez la moitié de la nourriture en Europe. Alors, on vous dit qu'on en exporte autant, c'est pas vrai. En France, la balance commerciale agricole, elle est excédentaire grâce au vin et aux spiritueux. Ça veut dire que ce qui fait qu'on exporte beaucoup, c'est du cognac et du champagne. Alors le Bordeaux, on oublie, c'est la crise maintenant. Donc ça fait des milliards, certes, en volume, mais ça ne vous fait pas manger. Pour manger, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et puis l'Europe, donc, n'a plus d'agriculture autonome, mais n'a pas d'énergie, et n'a pas de police et d'armée digne de ce nom pour être autonome, parce que là, on n'est même pas capable de se défendre contre Poutine, qui vous dit pas qu'il va venir nous taper dessus. Mais on ne sait pas.
T'es pas capable de faire 3 jours de pétard d'affilée tellement t'as pas de cartouche. Mais non, mais ça s'appelle pas la sécurité, ça. Vous savez bien que depuis très longtemps, en philosophie, on dit que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. T'es pas obligé de faire n'importe quoi, mais t'es obligé de montrer que t'en as quand même sous la pédale. Ben ça, on a tout oublié. Donc, l'Europe est à la merci des marchands, parce que c'est la plus grande richesse mondiale, l'Europe, la première puissance économique mondiale, tout construit sur un flux de marchandises et sur la marchandisation. Ça veut dire que maintenant, on est en très très grave danger, nous les Européens, et ils ne s'y trompent pas quand ils mènent la politique mondiale. Donc, en fait, qu'est-ce qui va nous arriver? On va avoir un problème de logistique. Dans la mondialisation, le maillon faible, c'est la logistique. Si la logistique pète, vous n'avez plus rien. Rungis, bloqué, 3 jours, plus de bouffe à Paris. C'est la logistique. H24, les camions, etc., les bateaux. Et donc, en fait, il y a un livre extraordinaire qui a été écrit par Lester Brown, qui est un économiste agronome, et qui s'appelle Le Plan B, qui a été traduit. C'est une préface de Nicolas Hulot. Alors, ce jour-là, on voit qu'il n'a pas lu le livre quand il fait la préface. Mais c'est comme ça. Et on a des politiques de pénurie, c'est-à-dire que le maillon faible de cette mondialisation agricole, parce qu'il s'intéresse principalement à l'agriculture, c'est la logistique. Si la logistique pète, vous ne bouffez plus. Et là, tu dis, ah bon, ok, il y a ça. Et puis, on a un autre maillon faible, c'est l'environnement et l'économie appliquée à l'agriculture. On a un problème environnemental majeur. Et puis, le carburant, parce que c'est dans la chaîne logistique, c'est l'énergie, le carburant, et ça va avec la nourriture. Donc, on est très, très, très inquiet de ça, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette situation larvée où, finalement, maintenant, en Europe, on est en très grande difficulté, puisqu'on n'est pas capable de devenir autonome. Et pour l'agriculture, ça va se traduire comme ça. C'est-à-dire, quand vous regardez l'actualité, mais tout est devenu cher, fluctuant, le carburant, les machines, les pièces d'usure, les engrais, les phytos, le stockage, le transport, l'emballage, la distribution. Tout ça, c'est de la logistique qui dépend de l'énergie. Et donc, il y en a qui nous disent, on n'aura pas assez d'énergie, etc., etc. Et donc là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis, il faut aller un petit peu plus loin avec l'agriculture. Si vous avez une ville industrielle, elle est liée à l'agriculture industrielle. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Pourquoi j'ai besoin de cette agriculture industrielle? Parce qu'elle est capable d'envoyer des millions de tonnes de blé qui seront transformées dans des grandes étables, etc., etc., pour faire de la nourriture, grâce à la logistique, à l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire toute la chaîne longue de l'agriculture, eh bien, on est H24 à boire et à manger là-dedans. Il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que la ville ne peut pas fonctionner avec un circuit court. Alors, que ça plaise ou pas, c'est un fait. C'est-à-dire le circuit court, c'est le top du top, c'est peut-être 5 à 10% de ce que vous allez manger un jour. Et pour les 90% qui traînent, vous avez intérêt à avoir un supermarché qui est alimenté par une agriculture industrielle. Et puis quand vous comprenez ça, vous dites, oh là là, ben, cette agriculture-là, elle a intérêt à être autonome. Parce que le jour où elle n'a pas assez d'énergie pour fonctionner, ben, vous êtes sûr de mourir de faim rapidement. Alors si on vous enlève les petits jardins, comme on a entendu, et tout ça, parce que c'est un petit peu le projet, ben, ça va être compliqué. Alors je vous ai mis les résultats de la politique de l'Union européenne, on va passer, et puis on va s'intéresser vraiment à nos agriculteurs. Alors nos agriculteurs, voilà le grand débat qu'il va falloir résoudre réellement. Il faut être clairvoyant, on n'a qu'une terre, il y en a 9 milliards dessus. Eh bien, les besoins d'alimentation de toute la population mondiale va doubler parce que l'idéal, ce serait que tout le monde mange comme vous et moi. Voilà. Donc, 2 fois plus de besoins. Donc, il va falloir assurer.
Alors les uns pensent aux usines à viande. Donc l'énergie, les besoins d'énergie d'un système mondial qui fonctionne à l'européenne vont être multipliés par 2. Donc là, tu dis, oulala, déjà, l'autre il dit, ça va être la catastrophe, le CO2, il n'y en aura pas assez. Et puis on va se rendre compte que les revenus devraient augmenter, et puis vous devez supprimer toutes les pollutions agricoles, y compris les gaz à effet de serre et compagnie. Et puis il y a un gros problème qui arrive, c'est-à-dire que après la Deuxième Guerre mondiale, on avait à peu près un demi-hectare agricole, SAU, surface agricole utile, pour nourrir un habitant. Comme la surface agricole mondiale est stable, je le perds, en fait, ce que je gagne sur la forêt, je le perds dans le désert et dans les villes. Donc la surface agricole reste à peu près stable, mais vous avez triplé la population depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous êtes passé de 3 à 9 milliards. Ça veut dire que pour nourrir une personne, il vous restera 0,15 hectares à peine. Donc ça veut dire que les systèmes alimentaires, ils doivent être super productifs et non polluants, et peut-être aussi nous produire de l'énergie. Et en fait, l'agriculture mondiale, elle nous fait ça, elle nous dégrade tout, de l'érosion partout, ça c'est la Picardie vue du ciel. Le grenier à blé des Flandres, si vous voulez. Catastrophe écologique majeure, sécheresse, inondation, tout va arriver. Et puis depuis la nuit des temps, les agriculteurs, ils font ça. Ils coupent la forêt, ils cultivent les terres, de mieux en mieux. Il y a encore une petite haie, ils l'arrachent. Et puis là, maintenant, je me promène dans le Gers, les coteaux du Gers. La seule biodiversité que j'y trouve, c'est un paysan avec un tracteur. Là, tu t'es inquiet de l'avenir parce que la suite de l'agriculture qui est en crise, qui manifeste partout, dans le monde entier, tout le monde gueule. Et en fait, il y a ça dans les champs. On est inondé, ça coule de l'eau, il y a de l'érosion, il y a de la battance, l'eau ne s'infiltre plus. On a ce genre de photos. Voilà, c'est coteau de Gascogne. On a semé du tournesol là-dedans. Et quand il y a une plante qui pousse, on est encore en train de désherber. Alors ça peut être mécanique ou chimique. Parce qu'il va falloir récolter, puis que c'est pas facile, en plus. Et donc, on a un problème agricole qui provoque une crise qui est celui-là. C'est-à-dire, les agriculteurs, ils labourent la terre, ils ont très peu de production de biomasse, et ça conduit à la désertification. Et on sait parfaitement que ça conduit à la désertification. Parce que quand on regarde les agricultures mondiales, on peut comparer celle des Amérindiens à celle des Européens. Les Européens, ils viennent du croissant fertile. C'est quoi le Tigre, l'Euphrate, le Nil, etc. Et le croissant fertile n'est plus fertile. C'est un tas de sable. Et là où il y avait les plus belles villes du monde, Palmyre, Khéops, je sais pas quoi, vous oubliez, il n'y a plus rien, des ruines et un tas de sable. Et donc à l'époque, ils ont construit des villes à la campagne, dans la verdure, dans la forêt. Intéressez-vous au poème de Gilgamesh, qui est entier, qui vient des Sumériens. C'est une bagarre entre le constructeur de Sumer, Gilgamesh, le héros, et la forêt, le dieu de la forêt. Et ils vont faire la guerre parce qu'il a besoin des arbres pour construire sa ville. Les meubles, les toitures, les charpentes, etc. Et quand vous coupez les arbres dans une situation pédoclimatique tropicale où il y a 2 saisons, une sèche, une humide, eh bien, vous allez perdre l'eau. Donc ça, on le sait parfaitement. Le croissant fertile, c'est quoi ces techniques agricoles? Je travaille la terre avec une binette et une arère et je cultive du blé. Et le blé, c'est la céréale de la misère et de la faim du monde. Et les Amérindiens, eux, ils font autre chose. Ils cultivent du maïs et ils n'ont pas de binette. Ils ont un bâton pour faire des trous. C'est un bâton semeur. On fait des trous, on met des graines. Du maïs, des haricots et des courges, et on sélectionne les plantes pour avoir quelque chose qui pousse sans jamais travailler le sol. Voilà ce qu'ont fait les Indiens d'Amérique, qu'on a exterminés d'ailleurs. Eh bien, ils nous ont sélectionné les plantes les plus productives du monde. Ça s'appelle la tomate, ça s'appelle le haricot, ça s'appelle la courge, ça s'appelle le maïs, ça s'appelle la pomme de terre. Et là, vous êtes éberlués, dit mais qu'est-ce qu'on est nul avec notre blé de merde. Mais c'est l'alpha et l'oméga d'une politique. Et en fait, les colons européens, quand ils ont fini d'exterminer les Amérindiens, les Indiens, les Sioux, les Apaches et compagnie, eh bien, ils vont tuer les bisons et ils vont se mettre à labourer la plaine.
Donc ça démarre en 1900, travail industriel, on laboure l'herbe pour cultiver du blé. Parce que les colons européens, ce sont des gens du croissant fertile qui savent travailler la terre. Donc ce sont des laboureurs. Et quand on laboure la plaine des bisons, parce qu'on n'a plus d'élevage, on a tué les bisons, eh bien voilà ce qui va se passer 30 ans après. Toute la terre du Middle West va s'évaporer dans une grande boule de poussière, c'est-à-dire c'est de l'érosion éolienne, il s'installe une sécheresse, voilà. Et cette sécheresse, elle va durer 15 ans. Et toute la terre arable se dessèche et s'envole avec le vent. Donc ça fait un dust bowl, une boule de poussière, réellement. Et il a été écrit des livres, La folie des laboureurs. On sait parfaitement que pour détruire la planète, il faut faire des choses simples. Il faut labourer une prairie, enfin il faut détruire les vaches, labourer une prairie et semer du blé. Et en 1930, ça s'est fait sans pesticides. Ça veut dire qu'avec de l'agriculture biologique qui travaille le sol, vous provoquez la destruction de la planète. Et ça s'appelle le croissant fertile. Et là, vous êtes inquiet, c'est votre culture, vous n'avez appris à faire que ça. Ben, je vous garantis qu'il y a des gars qui surfent sur notre ignorance. Ça, vous pouvez en être sûr. Et donc, il s'est passé quelque chose de très, très, très bizarre aux États-Unis. Des paysans, des ingénieurs, des agronomes, ils se sont remis au travail, aidés des Amérindiens, des peaux-rouges, qui, eux, savaient cultiver sans travail du sol. Et donc, avec des machines, en 1930, c'est impossible, et ils vont commencer à réussir en 1950, parce qu'ils vont inventer quelque chose de très particulier. Ils vont introduire les pesticides en agriculture. En 1944, ils ont un 2,4-D qui est une hormone, et ça c'est super intéressant, cette hormone-là. Parce que c'est un outil de guerre qui vient de l'arsenal de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que personne ne sait, c'est qu'en 1939, tous les belligérants du globe vont faire la paix sur un sujet. Nous n'utiliserons pas les armes chimiques que nous avons en stock. Parce qu'on a un petit peu la trouille de ce qu'il y a dedans. Et donc on les a coulés dans la mer Baltique, en Europe, un petit peu au large, là, au fond de l'océan. Quand ils ont fait le pipeline du gaz, la Nord Stream, chaque mètre carré a été sondé par les plongeurs pour ne pas tomber sur une bombe chimique qui traîne au fond de la mer Baltique. Non, mais faut vous intéresser à ces histoires-là, elles sont extraordinaires. Et donc, qu'on ne peut pas utiliser la chimie pour faire la guerre, eh bien, il y a bien des bébêtes à tuer en agriculture. De la vermine, et puis tout ce que vous savez, des chenilles, et des papillons, et des ravageurs. Et donc, le premier produit qui va arriver, c'est une hormone qui tue une mauvaise herbe. Un désherbant, 2,4-D, on l'a toujours, hein. Et donc, il va arriver l'atrazine, puis ensuite le diquat et le paraquat. 1960, ça s'appelle l'agent orange. Le paraquat, c'est de la dioxine à haute dose, cancérigène, dès que vous touchez ça. Alors, pour les paysans, ça s'appelait du gramoxone. Et en 1974, va arriver le sacro-saint glyphosate, qui est dans la conduite du système. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va faire une agriculture très intelligente grâce à un désherbant, et notamment le glyphosate. Et ça va être une vraie réussite. Donc la réussite, elle démarre comme ça, aux États-Unis. Grâce au désherbant, vous êtes capable de tuer une plante sans jamais travailler la terre. Donc vous avez acquis le principal, vous n'êtes plus obligé de détruire le sol avec une charrue. Vous avez un semoir qui fait le job. Vous avez des plantes qui doivent être vivantes, qui couvrent en permanence, c'est-à-dire quand je tue une plante, j'en fais pousser une autre, sinon ça sert à rien. Et du coup, vous allez vous servir d'un herbicide. Et aux États-Unis, c'est prouvé, depuis 1950, ils font une agriculture qui conserve les sols. En fait, ils savent combattre la dégradation des sols, maîtriser les flux d'eau, plus d'érosion, recharger les sols en matière organique et y faire revenir de la biodiversité. Grâce à un désherbant bien employé dans une agriculture qui ne travaille pas la terre. Parce que ça va être ça, le truc.
Et du coup, on a en France un homme que personne ne connaît sauf les paysans, un gars qui s'appelle Lucien Segui, qui est l'agronome qui nous a mis au point la suite de cette histoire. C'est-à-dire, il nous a formés à sortir des pesticides dans une agriculture qui ne travaille plus jamais le sol. Donc, en fait, on en est là, on est en train de maîtriser les produits phyto parce qu'il nous a donné les principales clés pour détruire des plantes sans produits chimiques. Et en fait, ça se fait avec des rouleaux, hein, tout simplement, hein, ou avec de l'azote. Et vous êtes dans une espèce de cercle vicieux, systématiquement, la crise agricole, quand vous avez un écosystème en bon état, ben vous n'avez pas besoin de chimie pour le détruire. Vous commencez toujours avec une tronçonneuse, puis un bulldozer, puis vous allez niveler avec le tracteur et la charrue, puis une herse rotative, puis un semoir, et puis après tout pousse, y compris les mauvaises herbes, qu'il n'y avait pas dans la forêt ou dans la prairie. Et là vous allez biner encore une machine, ou, pour vous sauver la peau, mettre un désherbant. Et donc on se rend compte que dans la suite logique de destruction de la nature, le produit chimique, il arrive en dernier. Et nous, on pense qu'il nous pourrit la vie parce que c'est le premier qu'on voit. Et en fait, quand vous le remettez à votre place, ce dossier-là, ben vous dites, ah mince, c'est mes outils qui détruisent la nature. Et c'est toujours vrai. Et la chimie ne fait que terminer le job. Et on accuse le dernier outil d'être le plus dangereux. Non. Les premiers, la tronçonneuse, le bulldozer, le travail du sol, la charrue et tout le reste. Et donc on a commencé à faire une agriculture qui s'affranchit de ça, mais dès que vous travaillez le sol, que vous avez détruit la nature, vous perdez la biodiversité, vous allez perdre la fertilité organique des sols, vous perdez le carbone et l'humus, les sols se compactent, il vous faut des tracteurs de plus en plus gros, on en est là. Du coup, les sols s'imperméabilisent, vous avez de l'érosion, l'eau ne s'infiltre plus, elle coule, elle coule, elle coule, vous allez perdre l'eau, réellement. Et les sols nus ne font plus d'évapotranspiration, donc l'eau est perdue, vous allez vider les nappes, et vous avez le désert. Ça s'appelle le croissant fertile. Bien, à un moment donné, peu importe ce que vous faites là-dedans, vous n'y arriverez jamais, vous devez remonter à la première case pour faire votre agriculture, c'est-à-dire une agriculture qui copie le fonctionnement de la nature. C'est ça la règle. Donc on a mis de la biomasse partout, des arbres en plus, on sème direct dedans, on gère de la fertilité, on sait que les résultats sont bons, on est dans des stratégies d'innovation. C'est-à-dire que pour inventer l'ampoule électrique, on n'a pas amélioré la bougie. Si vous voulez résoudre un problème d'environnement avec les paysans, vous ne pouvez pas les laisser continuer à labourer. Ça ne marchera jamais. Il faut passer à autre chose. Et donc, on travaille là-dessus, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que vous allez avoir deux crises ici. Là. Quand vous passez de la vieille technologie à la nouvelle, il y a deux crises à résoudre. Et ça, les économistes nous l'ont bien expliqué parce que ça s'est produit plein de fois. Et donc, on se dit, mais tiens, les plantes, est-ce que c'est pas un bon outil pour réfléchir? Ils nous captent du CO2, ils nous rétapent le sol, s'il y en a tout le temps et partout en pagaille, on pourrait peut-être gérer des problèmes de climat. Et en fait, dans le monde, il y a des gens, grâce à la mondialisation, qui réfléchissent aussi comme nous. À l'ONU, en 2003, ils se sont réunis, un grand conciliabule, on dit, ben, si vous voulez de l'eau propre, si vous voulez de la production alimentaire de qualité, si vous voulez des lieux de culture comme ce soir ici, etc., il faut faire qu'une seule chose. Si vous voulez des abeilles, des insectes, etc., il faut faire qu'une chose. Une très grande production de biomasse qui cycle les nutriments et qui vous forme la terre fertile. En dehors de ce projet-là, il n'y aura pas de salut. Et tout le monde est d'accord, il y a des millions de gens qui ont signé déjà. On sait que c'est comme ça que ça va marcher. Et du coup, on se posait des questions, l'énergie, la décroissance ou la croissance. Et en fait, on a trouvé que tous ces raisonnements, ils sont faux, tout simplement. Jean Covici, poubelle. Aurélien Barraud, poubelle. C'est nul comme raisonnement.
En fait, qu'est-ce qui se passe sur la planète? Moi, je suis ici, 0, là, hop, 2024, et puis je reviens 500 millions d'années en arrière. Et je regarde que sur la planète, il y avait 22 fois plus de CO2 il y a 500 millions d'années en arrière qu'aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé? Mais les plantes, elles ont fait le job, elles ont enlevé le CO2 de l'air. Donc, on a une croissance de la photosynthèse avec une décroissance du CO2. Donc les plantes, elles sont en difficulté, elles perdent leurs ressources essentielles, le CO2, le gaz carbonique, pour la photosynthèse. Et donc est-ce qu'elles ont disparu? Non, il y en a toujours autant là que là, et on voit que là, on est au même niveau de gaz à effet de serre que ici. Donc il y avait un âge d'or qui a duré 100 millions d'années sur la planète, avant qu'il y ait une comète qui tombe là-dedans, qui sème un petit peu la pagaille, qui dérive les continents, qui change le climat. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malgré des catastrophes successives, on revient au point d'équilibre idéal. Donc les plantes, elles savent gérer le CO2 de la planète. Voilà ce qu'on apprend. Et on apprend que les réflexions autour de la croissance et de la décroissance, ça ne marche pas. Les plantes, elles ont dû inventer une troisième solution, qui est une solution de recyclage. Elles ont commencé à recycler du CO2 très rare. Il y a 0,04%, un petit peu plus dans l'atmosphère actuellement, avec les gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de CO2 dans l'atmosphère. C'est ridicule la quantité qu'il y a. Alors le premier couillon qui me dit que c'est responsable du réchauffement climatique, il va falloir qu'il m'explique. Parce qu'on sait que c'est faux. Alors il y a un réchauffement, oui, mais pas à cause du CO2. Et donc la plante, elle a un problème énorme, elle doit le capter quand elle fait la photosynthèse, elle grandit, et donc elle enlève du CO2 qu'il n'y a pas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien cette plante, elle va être mangée par des mangeurs de plantes, dont je fais partie. Et quand je mange une plante, je respire. Donc je fais l'inverse de la photosynthèse, je récupère l'oxygène qui est son déchet, et je relargue du CO2 quand je respire, avec de la vapeur d'eau en passant. Et puis finalement, je vais manger les plantes, je vais faire un déchet. C'est quoi mon déchet? Mais ça s'appelle un excrément, pipi, caca, cadavre. Tous les mangeurs de plantes vont finir morts au sol, et leurs excréments également. Et pareil pour les résidus des plantes, les feuilles mortes, le bois, les racines et compagnie. Et donc il apparaît que toute la biologie du sol, c'est une unité de recyclage, c'est la meilleure unité de recyclage au monde, c'est capable de vous détruire n'importe quoi qui soit organo-biologique, évidemment. Et là, vous êtes inquiet, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, je fais toute la vie sur la Terre. Et donc Aurélien Barraud, avec sa lunette astronomique pourrie, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la Lune. Et s'il a retourné à l'envers, il aurait un microscope électronique. Et là, il verrait qu'à ses pieds, il y a un monde infini dans son monde fini. Ah! C'est-il pas génial? La biologie est un monde infini sur un globe où c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans ce cycle qui vous donne éternellement la vie. Et là, dans ce cycle, pour être autonome, vous devez rentrer dans le cycle et vous devez partager avec quelqu'un. La plante, pour survivre, elle a partagé avec des mangeurs de plantes. Et les mangeurs de plantes, pour exister tout le temps, ils ont partagé avec des mangeurs de plantes. Et là, on s'est dit, mais ça, c'est super durable. Ça fait 300, 400 millions d'années que ça fonctionne sur la Terre. Donc, on cherche du développement durable. Les plantes, elles ont fait le job depuis très longtemps. Et donc, pourquoi on ne reconstruirait pas notre agriculture et notre société là-dessus? Alors, on y est allé. Donc, on sait qu'avant, on avait des chevaux et des binettes. Après, on avait des tracteurs. Après, aujourd'hui, on fait ça. En fait, on fait de l'agroécologie. Je sème directement dans une plante vivante, parce qu'on essaye d'enlever les pesticides, en fait.
Et puis demain, bon, je vous ai mis une petite photo, alors vous voyez mal, mais c'est un arbre qui a poussé dans une charrue. Et pour vous dire que demain, l'agriculture, elle sera avec zéro métal. Alors, ce sera dans le génie biologique que ça va se passer. Donc, on commence déjà à réfléchir à ça, parce qu'on sait que notre agriculture d'aujourd'hui, ben, elle va se terminer aussi. Donc, c'est pas parce qu'il manque des pesticides qu'on aura changé l'agriculture. C'est parce qu'il y a autre chose qui arrive de plus efficace. Qu'est-ce qui est efficace? Bien, ça, c'est super efficace parce que c'est gratuit. Si vous savez faire tourner cette machine, c'est-à-dire que mon déchet est un produit pour une nouvelle activité là-dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si je donne mon déchet à quelqu'un qui sait l'utiliser, et ainsi de suite, eh bien, vous allez faire le tour et vous n'avez plus de déchets. Alors, il y a des règles, ça s'appelle l'éco-conception. Alors maintenant, on pourrait faire un petit... Allez, pause sur l'énergie. Alors l'énergie, ça nous chagrine beaucoup, parce qu'en fait, l'énergie, elle est infinie là-dedans. Il n'y a qu'un tout petit peu de soleil qui rentre, c'est 3-4% de la totalité du soleil qui est utilisé à peine. Donc l'énergie, il y en a plein. Et puis on se rend compte qu'on a un problème à régler. On pense que l'énergie est gérée par l'eau. Et ça, c'est compliqué parce que l'eau, c'est un truc comme ça.